présentation et je donne maintenant la parole à M. Jean-Claude Pierry. Merci. Bonjour à tous. Certains d'entre vous me connaissent. Alors, pour les autres, sachez que je suis consultant chez CETIM depuis plusieurs années et ça me fait plaisir aujourd'hui d'animer celui-ci. Alors, la thématique, excusez-moi, je vais partir ça. La thématique de la journée, ce sont les offres anormalement basses dans le nouveau règlement de la Banque mondiale. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu des changements entre les directives avant 2016 et le nouveau règlement? Oui, en réalité, la Banque mondiale s'est penchée sérieusement sur ces offres anormalement basses et vous allez mise en place. Alors, sans plus tarder, je vous mets dans cette étude de cas, si vous le voulez bien, et voici la situation. Vous êtes membre d'un comité d'analyse des offres. Vous êtes en train d'évaluer un DAO sur une centrale électrique. Le montant estimé par vos ingénieurs, c'est de 1 million de dollars. Vous avez reçu 5 offres. 3 ont été jugées conformes pour l'essentiel. Elles apparaissent ici en bas en vert. Alors, vous avez Power Corps à 1 50 000. Vous avez Bechtel à 650 000. Vous avez Siemens à 1 200 000. Puis, vous avez 2 offres qui ne sont pas conformes pour l'essentiel, EDB et Electra, donc qui ne sont pas considérées pour la suite de l'évaluation. Voilà la situation. Donc, je vais vous demander, et on va tous réfléchir ensemble. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser dans la section Q&A que vous avez en bas, Q&A. Et puis, on va filtrer, enfin, on va gérer ces questions pour la cohésion de la présentation. Alors, allons-y. Vous avez cette situation devant les yeux. Premier sondage, je vous pose la question, comment décririez-vous la situation? Est-ce que vous êtes face à une situation normale, en accord avec les directives de la Banque mondiale? Est-ce que cette situation révèle de la collusion entre soumissionnaires? Est-ce que selon vous, il y a un vice de procédure de passation de marché, ce qu'on appelle misprocurement? Est-ce qu'on est en face d'une situation d'offre anormalement basse? Est-ce qu'on fait face à de la fraude? S'il vous plaît, sélectionnez une réponse parmi toutes celles-ci et puis on va voir ce qui ressort de vos réponses. Alors, c'est intéressant, pour vous dire, j'ai les résultats qui s'affichent en face de moi sur mon écran. Et ce qu'il en ressort pour l'instant, c'est qu'il y a égalité de toutes les réponses entre offre anormalement basse et puis situation normale. Donc, vous êtes à 43% là-dessus. Puis, il y en a quelques-uns qui pensent qu'il y a un vice de procédure et une faible majorité, enfin une faible minorité, pardon, qui révèle de la collusion entre soumissionnaires. Alors, c'est très intéressant. Merci de vos réponses. Il y aura d'autres sondages qui vont suivre. Écoutez, je crois que vous avez tous ceux qui ont répondu, vous avez raison d'une certaine manière, puisque en réalité, oui, on a une situation d'offre anormalement basse. On va le voir. Une des offres, vous l'avez vu, est beaucoup plus basse que l'estimée. Est-ce que c'est normal et en accord avec les directives? Les directives, si on parle des directives avant 2016, n'adressaient pas particulièrement ce sujet. Et oui, ça n'a jamais été rejeté, la possibilité qu'il y ait une telle configuration des offres. Est-ce qu'il y a un vice de procédure de passation de marché? Là, on n'a aucun indice pour conclure là-dessus. Et est-ce que cette situation révèle de la collusion entre soumissionnaires? Éventuellement, ça pourrait, mais il faudrait enquêter un peu plus là-dessus. Alors, merci de vos réponses et vous avez bien répondu, vous avez identifié en tout cas la situation d'offre anormalement basse et je comprends que ceux qui ont dit que c'était normal ont déjà vécu ce type de situation. Alors, je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Peut-être je peux prendre la question à ce niveau-ci. Georges-Henri Pascal, je vous écoute. Oups. Monsieur Henri Pascal, nous avons donné l'autorisation de parler avec nous. Si vous voulez activer votre micro, vous pouvez parler et poser votre question. Alors, je crois qu'il y a de la difficulté avec le micro. Peut-être que vous pouvez écrire votre question. Alors, je vais continuer la présentation. Posez votre question dans la section
Et Maxime va me la poser tout à l'heure. Alors, ici, quand on est face à une situation comme celle-ci, où on a un prix très, très inférieur, enfin très inférieur à notre estimé de base, et puis inférieur à l'ensemble des autres offres ou propositions, vous savez que maintenant, on peut parler aussi d'offres et de propositions, même quand il s'agit de travaux et de fournitures. Alors, est-ce qu'on est face à un trèfle à quatre feuilles? Est-ce que c'est le coup de chance qui va permettre au projet ou à l'emprunteur d'économiser de façon importante sur un tel marché alors qu'il avait fait tout un autre estimé? Bon, vous savez, c'est rare de trouver ces trèfles à quatre feuilles et il y a de bonnes chances qu'une offre qui soit aussi basse soit un trèfle à quatre feuilles ou finalement soit quelque chose qui ne nous convienne pas. Alors, il va falloir d'abord, premièrement, définir une offre anormalement basse. J'utilise l'acronyme OAB pour offre anormalement basse. Ça va nous faciliter un peu le texte. On dit que c'est anormalement bas lorsque le prix ajouté à tous les autres éléments qui la constituent de l'offre, c'est-à-dire tous les critères d'évaluation, toute l'analyse du coût du cycle de vie de la construction dans ce cas-là, etc., paraît si bas que ça suscite de vives préoccupations chez l'emprunteur et que vous n'êtes pas trop sûr que vous allez pouvoir exécuter ou que le soumissionnaire va pouvoir exécuter le contrat au prix annoncé. Donc, ici, on a toutes les raisons de se poser des questions et de vouloir rejeter l'offre. Alors, attention, ce n'est pas aussi systématique que ça. Il va falloir procéder avec précaution. Et c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Alors, avant d'aller dans la méthode qu'on vous propose ou que la Banque mondiale propose, je vais vous poser une deuxième question. Êtes-vous familier avec le processus de traitement des offres anormalement basses? J'aimerais bien faire le tour de table ici. Vous pouvez répondre à plusieurs questions à la fois, enfin, si elles correspondent à vos situations. Je suis pas familier avec nos procédures familiales nationales. Je suis familier avec les nouvelles procédures de la Banque mondiale. On parle du règlement après 2016. Je suis familier avec les anciennes directives. On parle des directives avant 2016. Et finalement, je suis familier avec les procédures d'autres bailleurs. Je vous laisse un peu de temps pour répondre à ça. Alors, je crois qu'on a assez de réponses. Ce que je vois sur mon écran, c'est que 76% d'entre vous sont familiers avec leurs procédures nationales, 44% sont familiers avec des procédures d'autres bailleurs, donc la Banque africaine de développement éventuellement. Par contre, ce que je vois, c'est que très peu d'entre vous, 8% de personnes, sont familiers avec les nouvelles procédures de la Banque mondiale. Alors, ce qui me fait croire que ce n'est pas inutile ce webinaire, et c'est tant mieux. Vous allez voir qu'on va survoler un peu ces procédures. D'autre part, sachez qu'elles sont tout à fait bien détaillées dans un ensemble de documents et de textes que la banque a produits et qu'on se fera plaisir de vous transmettre par la suite. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Voilà. Alors, première étape, lorsque vous êtes face à une telle situation, je vous ai remis en vert les trois soumissionnaires, Power Corps, Bechtel et Siemens. Il y a une petite règle qu'on peut appliquer aux offres qui sont conformes pour l'essentiel seulement, une petite règle qui consiste à déceler s'il y a une OAB. Et en général, on peut appliquer des calculs beaucoup plus compliqués, mais ici, une simple règle de calculer toute offre qui est de 20% inférieure à notre estimé original. Donc ici, je vous rappelle que l'estimé original était de 1 million de dollars. Donc ici, allez, on va tester vos compétences en calcul et je vais vous poser un troisième sondage. Selon vous, dans ces trois offres, est-ce qu'il y en a une qui pourrait être identifiée comme une OAB? Alors, je vous laisse quatre réponses, PowerCops, Bechtel, Siemens ou bien aucune de ces offres. Et je vous rappelle, 20% en bas de l'estimé.
Bon. Alors, je vous rappelle que ce sondage est anonyme et que vos compétences mathématiques ne feront pas l'objet d'un suivi. Ce que je remarque, c'est que vous avez probablement tous de bonnes compétences puisque vous avez identifié à 76% l'offre de Bechtel à 650 000 comme étant une offre anormalement basse. Et oui, en effet, puisque 20% de 1 million, c'est 200 000, toute offre en bas de 800 000 devrait être considérée anormalement basse. Je vois que quelques personnes ont répondu Power Cops à 1 50 000. Non, ça ne peut pas s'appliquer puisque c'est légèrement au-dessus de l'estimé. Par contre, là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un bris de confidentialité de l'estimé si les montants ne sont pas publiés au plan de passation de marché ou ne sont pas rendus publics. Mais la seule réponse ici qui était acceptable, c'est Bechtel, et c'est la réponse numéro 2, puisqu'elle est inférieure de 20% à l'estimé. Alors ça, c'était la première étape. On fait d'abord notre tri. On fait notre tri et on identifie les offres anormalement basses. Et là, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on les rejette? Est-ce qu'on contacte les soumissionnaires? Alors, que nous dit la banque? La banque nous dit qu'il va falloir procéder en étapes. Et en gros, bon, vous pourrez retourner dans les documents de la banque pour avoir plus d'informations détaillées, mais vous avez 4 étapes en gros. La demande de clarification, l'analyse de la réponse, l'enquête et puis la décision finale. Et vous ne pouvez donc pas rejeter du revers de la main l'offre de Bechtel. Il faut absolument procéder à ces 4 étapes. Alors, la demande de clarification, c'est par lettre officielle. C'est un courrier officiel que vous allez envoyer aux soumissionnaires concernés. S'il est une seule lettre, s'ils sont plusieurs, vous devez le faire à plusieurs reprises. Alors, je vais vous donner plus d'informations sur le cas. Par exemple, dans le cas de Bechtel, notre coût pour l'ingénierie était estimé à 600 000. On n'avait pas tenu compte là-dedans de tous les frais généraux, les profits, etc. Et on écrit à Bechtel et on suppose que Bechtel nous répond que son estimé des coûts d'ingénierie s'élève à 300 000. Ah, donc ici, la clarification qu'on a demandé à Bechtel semble présenter une grande différence avec l'estimé que nos ingénieurs avaient fait. Et là, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est là qu'on arrive à la deuxième étape de notre procédure de traitement des offres anormalement basses. Vous avez reçu une justification, vous devez l'analyser. Et bon, en analysant la réponse plus en profondeur, la réponse de Bechtel, qu'est-ce que vous découvrez? Il vous dit que dans son offre, il n'a mis que les coûts directs. Ça veut dire qu'il n'a pas inclus les coûts de supervision, il n'a pas inclus les frais généraux. Quand on parle de coûts directs, c'est surtout la main-d'œuvre, les matériaux, les équipements. Donc, ça a été inclus, mais il n'a pas pris en compte la supervision ni les frais généraux. Et puis, en plus, il vous dit que le chantier sur lequel vous pensez ouvrir est proche d'un autre chantier en cours sur lequel il est en train de travailler. Et que sa justification, finalement, c'est que cette proximité des 2 chantiers réduit les coûts de mobilisation et des équipes et que ça lui a permis de réduire significativement le montant de son offre. Alors, vous vous trouvez face à une justification de cette sorte-là et vous devez décider quoi faire avec ça. Et c'est là où la banque et d'autres bailleurs aussi, puisque sachez que les bailleurs s'harmonisent entre eux en général et que la banque joue le rôle de chef de file en l'occurrence. La banque va vous dire, troisième étape, vous devez procéder à une enquête sur pièce, c'est-à-dire tous les documents qui vous ont été fournis, et vous pouvez faire demande de documents additionnels, évidemment. Et puis, vous pouvez aussi faire des enquêtes physiques, c'est-à-dire vous rendre sur les lieux, sur le chantier, peut-être avec le soumissionnaire en question. Vous pouvez aller visiter leurs installations, vous pouvez décider d'aller vérifier la véracité des informations, c'est-à-dire s'ils disposent bien des équipements dont ils vous disent, s'il y a bien un chantier qui est ouvert à proximité. Alors, vous pouvez faire la visite des installations, les visites de l'autre chantier, vous pouvez vérifier tous les équipements, les machineries qu'il vous a promis dans son offre. Vous pouvez également décider de passer en détail la structure des coûts. Et là encore, la question va se poser. Pourquoi Bechtel n'a pas inclus les frais de supervision? Pourquoi il n'a pas inclus les frais généraux? Et puis, il y a une autre chose que vous pouvez aussi vérifier, que la Banque mondiale vous encourage et vous
quasiment vous force à faire, c'est est-ce que vous avez déjà eu des contrats antérieurs avec Bechtel? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils avaient respecté les conditions du marché? Est-ce qu'il y a eu des litiges en cours de route, etc. Toutes ces informations, ça fait partie de l'ensemble des informations que vous devez aller chercher. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez une bonne idée, théoriquement, si vous avez été sérieux, vous avez une bonne idée de l'authenticité, de la véracité des informations et de ce que Bechtel vous promet ou non. Vous allez voir si vous avez affaire à un charlatan ou non. Et c'est là où vous allez prendre la décision. Alors ne vous trompez pas, j'ai mis un petit chapeau d'avocat ici. Non, vous ne faites pas, la décision ne se rend pas en cours. C'est une décision au sein de l'unité de passation de marché, basée sur vos observations, documentée, et puis bien sûr, tout ce que vous aurez documenté, tout le résultat de votre analyse et votre décision devra être transmis à la banque, au bailleur, pour justifier l'acceptation ou le rejet d'une offre. Alors, ici, vous m'avez suivi pendant toute cette présentation. J'arrive avec un petit sondage additionnel. Considérant les informations que vous a donné Bechtel, que nous a donné Bechtel, le fait qu'il n'a pas inclus les coûts de supervision parce qu'il y a un chantier à côté, il peut réduire les coûts les frais généraux, etc., puis qu'il y a des machineries et des équipements qui sont directement accessibles, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous acceptez l'offre de Bechtel? Oui, parce que c'est une bonne affaire. Non, vous pensez que c'est une offre irréaliste et que le soumissionnaire s'est moqué de vous et puis vous allez saisir sa garantie de soumission. Ou bien, vous pouvez aussi décider d'accepter l'offre et puis, en contrepartie, c'est une pratique assez courante, vous décidez d'augmenter la garantie ou la caution de bonne exécution. Alors, je vous laisse répondre. Allez, voilà les résultats définitifs. 66% d'entre vous ont décidé d'accepter à condition d'augmenter la garantie de bonne exécution. 34% d'entre vous ont décidé de refuser, de rejeter l'offre. Et aucun d'entre vous, c'est intéressant, n'a décidé d'accepter telle quelle l'offre. Donc, il y a un non, mais la grande majorité, oui, vous avez considéré que ça pouvait être une bonne affaire pour le projet, mais vous couvrez vos risques. Alors, quand on parle de garantie de bonne exécution qu'on augmente, on pourrait la faire monter à 20% peut-être. Attention, c'est des coûts importants pour le soumissionnaire. Il faudra considérer ça, mais c'est la seule façon de vous prémunir contre les risques d'une offre qui vous semble qui vous semble anormalement basse. Alors, j'ai fini. L'étude de cas est toute simple. Et puis, je crois que ce qui est intéressant maintenant, c'est peut-être de vous entendre ou de vous lire quelles sont les expériences que vous avez, que dit vos codes national, que dit votre code national, et puis quelles sont les questions précises que vous avez sur ce sujet. Maxime, je te cède la parole. Qu'est-ce que tu nous lis? Eh bien, pour l'instant, il y a eu quelques petites questions qui étaient un peu hors sujet, qui ont été répondues pendant la présentation, mais je n'ai pas. On va faire un appel aux questions. Vous devez aller dans Q et R, questions et réponses, si c'est en anglais Q et A. Et vous pouvez, dans ce panneau, entrer les questions. Parce que à l'instant, là, les gens parlaient plutôt d'autre chose et bon, il n'y a pas de questions en attente. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une main levée en cours de route. Est-ce que ça avait rapport avec la présentation? Malheureusement, je ne sens pas voir les mains levées. Je suis vraiment désolé. Ah oui, voilà, j'ai Sabine Ouellette qui a levé la main. Peut-être qu'on peut lui donner la parole. Oui. Allez-y. On vous écoute. Allô? Sinon, j'ai une question de Alzouma Sissé Ibrahim qui nous demande quelle est la proportion du coût de garantie? Alors, est-ce que je comprends ici qu'on parle de la garantie de bonne exécution? En tout cas, si c'est ma compréhension, le coût de garantie sur la garantie de bonne exécution, comme je vous dis, ça dépend des codes nationaux. La Banque mondiale va parfois recommander
du Par 10%. rapport à l'offre, oui, exactement. Garantie d'offre, c'est pour la garantie d'offre. Ah, la garantie d'offre, la garantie de soumission, d'accord. Alors ici, en général, on se situe entre 1 et 2% pour une garantie d'offre. Par rapport à la garantie de bonne exécution, souvent on va parler d'un 10%, mais vous pouvez la faire grimper à 20%. Ça va dépendre de l'analyse de risque que vous avez fait par rapport à ce marché. J'ai une autre question. Attendez, d'Abdoulaye Senghor, comme le poète. Quels sont les détails de réponse entre la banque et le soumissionnaire? Pareil pour la réponse soumissionnaire pour les clarifications. Ah, et je dirais que le plus… De la banque dans les réponses, ou quel est le rôle de la banque en cas? Alors ici, je vois le détail de réponse entre la banque et le soumissionnaire. Comme vous le savez, théoriquement, il n'y a pas de contact entre soumissionnaire et banque. La banque ne communique qu'avec le projet, l'emprunteur. C'est la relation avec le soumissionnaire, c'est simplement de l'emprunteur au soumissionnaire. Alors, sauf s'il y a une plainte qui est déposée, le soumissionnaire peut la déposer directement à la banque, mais c'est le devoir de la banque de la retransférer, d'en faire le suivi avec l'emprunteur. Donc, le détail de réponse entre banque et soumissionnaire, il n'y en a pas. Par contre, entre le soumissionnaire et l'emprunteur, le détail, c'est le plus de détails possible pour vous permettre de porter un jugement éclairé. Donc, j'espère avoir répondu à la question. C'est à vous de vous assurer que vous allez chercher toutes les informations et que vous mettez l'énergie, le temps et les ressources suffisantes pour aller faire un travail d'enquête profond et qui vous permet de prendre une décision éclairée. Vous ne pouvez pas balayer ça du revers de la main ou faire une enquête succincte parce que la banque pourrait vous revenir sur cette décision et dire « je crois que vous n'avez pas fait l'enquête nécessaire ». Est-ce que ça va? À quel moment exiger la garantie de bonne exécution? Alors, la garantie de bonne exécution… D'Alexandre Bagoudi. Alexandre. La garantie de bonne exécution, dans les textes, dans les directives, le titulaire du marché a 28 jours pour la soumettre après avoir vu son offre acceptée. Donc, il y a 28 jours, mais les bonnes pratiques, les meilleures pratiques font qu'on s'assure en général à la signature du contrat de recevoir la garantie de bonne exécution de façon à toujours être couvert par une garantie. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez recevoir la garantie de bonne exécution, vous allez pouvoir relâcher les garanties d'offre, les garanties de soumission, la sienne et éventuellement celle de tous les autres soumissionnaires. D'accord. Pourquoi cette approche ne s'applique pas pour le marché de consultants de Jean de Dieu Mbalaka? Alors, non, vous pouvez éventuellement utiliser cette approche auprès de consultants. Et puis, on a même vu dans certains cas, alors que en général, ce n'est pas recommandé, mais on a vu dans certains cas des projets pour lesquels la banque, des marchés de consultants pour lesquels la banque acceptait même des garanties de bonne exécution. Bon, évidemment, ça pose toujours problème. On pourrait avoir toute une discussion là-dessus, mais vous pouvez adopter cette approche auprès de consultants. Et d'ailleurs, c'est très clair dans les textes. J'ai un peu, par simplification, je l'ai coupé de la définition, mais cette approche des offres anormalement basses s'applique également à des propositions. Quand on utilise le terme proposition, ça réfère à des consultants, mais maintenant, ça réfère également, avec le nouveau règlement de la Banque mondiale, ça réfère également à des propositions de travaux, des propositions de fourniture. Bon, je vous invite à lire. Justement, Sabin Wallet nous demande, les nouvelles directives sont-elles rétroactives pour s'imposer aux appels d'offres antérieurs, mais qui ne sont pas fermés, donc un appel d'offres en cours? Alors, sont-elles rétroactives? En fait, ça dépend de la date de signature de l'accord de financement. Ça date voilà, il faut, en fait, même pas la date de signature de l'accord de financement, c'était l'émission d'un document qu'on appelle les notes conceptuelles de projet qui devait avoir été réalisé après juillet 2016. Alors, ici c'est une bonne question et peut-être qu'on va écouter certains d'entre vous qui ont eu cette expérience. Mais il semblerait que, étant donné que cette procédure est une bonne pratique, même sur des accords de financement antérieurs à juillet 2016 qui obéissent aux anciennes directives, il semblerait tout à fait logique d'adapter la même procédure. De toute manière, les anciennes directives étaient
était tout simplement muette sur le sujet. Alors maintenant qu'on a des informations et une procédure à suivre, je répondrai de façon positive, oui, vous pouvez adopter cette procédure. Bon, c'est ça, oui, attendez. Bonjour, de Alassane Mamadou Thiam, est-ce qu'on peut définir une marge entre l'estimation du montant de l'offre et celle du soumissionnaire pour décider que celle-ci est anormalement basse? Donc, moi, je vous ai parlé d'un 20%, c'est une règle simple. Bon, je sais que par exemple au Burkina et même au Bénin, parfois dans certaines unités de passation de marché, vous avez des offres vous avez des méthodes de calcul un peu plus sophistiquées où vous allez regarder le prix moyen des offres des autres soumissionnaires, vous allez rajouter dans votre équation l'estimer, puis vous allez vous trouver une petite formule maison pour décider qu'est-ce qui est anormalement bas ou pas. Écoutez, attention à ces formules-là parce que souvent, elles risquent de cacher le véritable problème. Le véritable problème, c'est que souvent nos estimés ne sont pas très bons et on est en train de comparer des patates et des carottes. Donc, l'idée, bien sûr, derrière, c'est assurez-vous de faire un bon estimé du marché au départ et puis basé là-dessus, si on décide que le 20%, c'est un bon indicateur, référez-vous à cette façon de faire. Mais bon, ça n'exclut pas d'autres formules en autant qu'elles soient justifiables et qu'elles soient raisonnables. OK. D'une personne anonyme, je pense que c'est une offre préoccupante à rejeter. Donc, la personne est préoccupée du rejet de cette offre de Bechtel car les dégâts peuvent être supérieurs à l'augmentation de la garantie. Question, peut-on insister sur notre décision de rejeter l'offre malgré un avis contraire de la banque? Et par la suite, j'aurai une main levée de Kenneth Sandy. Alors, attends, on va répondre déjà à celle-là. Écoutez, on n'a pas suffisamment d'indices. Le cas pratique qu'on vous a fourni ne vous donne pas tout le détail. Vous n'avez pas assisté à la visite sur le terrain. Vous n'avez pas regardé toutes les pièces qui ont été fournies. Donc, je suis d'accord avec vous. Elle est préoccupante en effet et il se peut que le risque qu'on encourt soit très nettement supérieur à ce qu'on pourrait récupérer d'une garantie de bonne exécution. Donc, écoute, on n'a pas suffisamment d'indices entre les mains et pas suffisamment d'informations. Pour la deuxième partie de votre question, peut-on insister sur notre décision? Oui, c'est vous qui gérez le projet, ce sont les fonds de l'emprunteur et c'est vous qui allez devoir les rembourser éventuellement. Donc, dans tous les cas, c'est vous qui avez l'expertise et c'est vous qui devez maintenir votre point. Et puis, on a vu souvent que la banque, quand on était ferme face à la banque, eh bien, c'est elle qui cédait. Donc, je suis d'accord avec les deux parties de votre question, pardon. Alors, une main levée de Kenneth Sandy à qui j'ai donné la parole. Allez, oui, Kenneth. Bonjour Jean-Claude, bonjour Maxime, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Pour ceux qui ne savent pas, Kenneth est aussi un consultant chez CETIM. Alors, bienvenue, ça fait plaisir de t'entendre. Oui, content de vous entendre aussi. Le problème principal qu'on remarque sur les marchés, c'est au niveau de l'estimation. Donc, je voulais un peu intervenir sur ce point-là parce que dans la plupart des cas que nous rencontrons, c'est que les marchés étaient mal estimés. Donc, appliquer 20% sur une mauvaise estimation. Oui, au niveau de l'estimation des coûts. Tout à fait. Voilà, donc il y avait un problème au niveau de l'estimation des coûts à cause notamment du manque de données statistiques dans les pays, du manque de suivi des marchés. Donc, à partir du moment où l'estimation est mal faite, quand on applique 20% sur une estimation mal faite, ça donne un mauvais résultat de toute manière. Ça donne un mauvais résultat. Oui. Donc, on peut se retrouver avec en réalité une offre qui n'est pas anormalement basse, mais quand on applique sur une mauvaise estimation et quand on applique les 20% sur une mauvaise estimation, on a l'impression que cette offre est anormalement basse. La nouveauté qui a été introduite dans le nouveau règlement par rapport aux anciennes directives, c'est que dans les anciennes directives, l'offre anormalement basse était définie, certes,
mais elles n'étaient pas bien analysées. Dans le nouveau règlement, la Banque mondiale va plus loin en disant pour qu'il y ait une offre anormalement basse, il faut pouvoir l'identifier. Et pour l'identifier, il y a des méthodes claires qui ont été proposées avec le nouveau règlement. C'est sur cet aspect-là bon, même si, Jean-Claude, tu disais tout à l'heure que ce sont des méthodes de calcul un peu abstraites, mais ce sont ces méthodes de calcul qui ont été introduites aujourd'hui. C'est important de les utiliser, étant donné que dans la plupart des pays africains, l'estimation des coûts est généralement mal faite. D'accord. Alors, merci de ton point, Kenneth, vraiment. Et bon, on n'a pas voulu rendre cette présentation trop technique. On va mettre en ligne les documents référents. Alors, le problème, c'est que beaucoup d'entre eux sont encore en anglais et non traduits. Et merci, Kenneth, de ton point de vue. Ce que je retiens de ton intervention, c'est que le problème, et on l'a dit, ça relève souvent des estimés qui ont été mal faits. Et par la suite, tout ce qui va découler de mauvais estimés va être mal fait également, même notre petite astuce de calcul qu'on vous a fournie. Alors, l'idée, c'est de renforcer la qualité de vos estimés et puis c'est de procéder à une analyse détaillée des justifications que vous fournissent les soumissionnaires parce qu'éventuellement, c'est ça qui va vous donner la véritable information sur les estimés et sur le degré d'imprécision de vos propres estimés. Donc, il y a une formule de calcul existante qu'on va vous faire parvenir et il y a une méthodologie. Et merci, Kenneth, de tous ces points. Je vois qu'il y a de nombreuses autres questions. Maxime, peut-être tu pourrais nous en filtrer quelques-unes? Oui. Bon, Monsieur Georges-Henri Pascal aimerait ajouter un commentaire. Allons-y. On vous écoute. Bon. Alors, question d'Aïchata Maïga. Bonjour. Dans les 4 étapes de traitement des offres anormalement basses, sur quoi on doit se baser pour prendre la bonne décision? Alors, bon, bien écoutez, vous avez reçu des justifications, vous avez des experts dans votre projet qui sont capables d'analyser, qui sont capables d'aller faire l'enquête, d'aller vérifier toute l'authenticité et la véracité des preuves. Et puis, c'est la bonne décision, elle se fait baser sur les justifications et sur l'enquête à laquelle vous avez procédé. Et bon, c'est comme un travail qui se fait en cours, c'est sur la base des preuves qui vous sont soumises que vous allez pouvoir prendre cette décision. Donc, il n'y a pas de remède miracle, ça dépend du niveau de qualité des informations et puis du niveau de qualité de vos vérifications. C'est la seule chose que je peux vous dire par rapport à ça. Bon. Guy Armand Moukagni nous demande: le soumissionnaire de 1 50 000 peut trouver que l'offre de 650 000, si la garantie est acceptée, ne doit pas être retenue et réagir si le marché est attribué? Oui, mais ça sera peut-être non recevable. Donc. Tout à fait. Écoutez, tout soumissionnaire a droit de porter plainte en cours de route. Il y a un comité de traitement des plaintes qui a été mis en place. Et puis, son offre sera traitée. Il peut la soumettre directement à la banque qui a le devoir de la retourner vers le projet. Et puis là, on a tout un ensemble de structures et de comités de traitement des plaintes qui vont vérifier s'il y a eu un vice ou s'il y a eu du favoritisme. C'est possible, en effet. Alexandre Bagouidi nous demande: que pensez-vous de la pratique de considérer le montant mentionné dans le budget de l'entreprise comme l'estimation à prendre dans le PPM? Le montant de budget de l'entreprise. Alors écoutez, non, le plan de passation de marché, d'abord, il est fait de façon préalable à la passation de marché. Donc, on ne peut pas se référer à un budget qui va nous être fourni par la suite pour remplir notre plan de passation de marché. Donc, ce sont vos experts qui doivent procéder à l'estimer. Vos experts, vous pouvez également recruter des consultants pour le faire, mais en aucun cas, le budget de l'entreprise ne va vous permettre de vous renseigner. Là, on serait typiquement dans un cas de collusion ou de corruption, si vous voulez, si c'était le cas. Godefroy Bolembe nous demande: quels avantages offre l'augmentation de la bonne exécution de 20%? Bon, c'est une Là, garantie. il nous parle de l'exclusion des frais de supervision et des frais généraux. J'ai déjà répondu dans le chat, c'est juste qu'ils n'ont pas justifié, ils n'avaient pas de frais généraux. D'accord. Revenons sur la garantie de bonne exécution. Bonne exécution. Alors, revenons sur la garantie de bonne exécution. Bon,
la garantie de bonne exécution, c'est une atténuation du risque. C'est-à-dire qu'au cas où le titulaire du marché fait défaut parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas les capacités, il n'a pas les ressources pour mener le marché à bien, nous, on a dans notre coffre, on a une garantie à première demande et puis on va à la banque et puis on se fait rembourser 20% du montant du marché si on n'est pas satisfait ou bien si le titulaire du marché ne fait pas le marché tel que prévu. Alors, c'est une forme d'atténuation du risque financier. Par contre, il n'y a pas du tout d'atténuation en termes d'échéancier parce qu'à partir du moment où un contrat est terminé et suspendu, nous, ça nous fait perdre du temps, ça met en question tout le reste du projet. Donc, c'est une atténuation seulement financière, mais il y a toutes sortes d'autres risques que la garantie de bonne exécution va très mal mitiger pour nous. Donc, c'est pas la panacée, définitivement. Nous avons une main levée attendez, Georges-Henri Pascal, qui a maintenant la parole. Allez, on vous écoute. Georges-Henri, bonjour. Ah, toujours pas de micro. Ah, bon, on est désolé. Alors, nous avions René Coty. Dans le cas où l'estimation a été sous-évaluée, quel est le comportement à adopter? En clair, dans le cas où notre estimé de l'ingénieur est trop bas. OK. Alors, je crois que Kenneth a parlé de ça. Bon, et puis il faut se poser la question à quel moment on s'en aperçoit. Si on s'est aperçu que notre estimé était trop bas, mais qu'on n'a pas encore lancé l'offre ou bien qu'on est encore en période de réception des offres, là, il est toujours le temps d'interrompre le processus et puis de refaire nos devoirs correctement. Ça, c'est possible. Maintenant, si on est en plein cours d'évaluation et puis on découvre que notre estimé était sous-évalué, bon, ben là, ça nous pose un sérieux problème parce que nécessairement, il va falloir attribuer le marché à un montant très supérieur supérieur à ce qui avait été mis au plan de passation de marché ou ce qui avait été accepté par la banque. Donc ici, ça veut dire qu'éventuellement, il va falloir retourner vers le bailleur pour lui demander une augmentation de l'enveloppe sur ce marché. Donc ici, il va falloir travailler main dans la main avec le bailleur et vérifier. Et puis dans certains cas, il se peut qu'on doive suspendre cet appel d'offres, l'interrompre et puis retourner les garanties de soumission, bien entendu, à tous les soumissionnaires et puis refaire nos devoirs depuis le début et refaire de la publicité avec un montant différent. Mais là, ça devient très compliqué. Donc, bon, la recommandation, c'est investissez dans vos comités d'experts avant de lancer une offre et puis assurez-vous que vos ingénieurs ont bien fait leur travail. Mais comme le disait Kenneth, souvent, on manque beaucoup d'informations statistiques dans les différents pays et c'est vrai que c'est là le cœur du problème. Bon, et puis tant mieux, la Banque mondiale vient de nous donner une procédure qui permet d'un peu de mitiger tous nos manquements en termes d'évaluation. Maxime. Oui, une autre question intéressante. Deuxième question d'Alzouma Sissé Ibrahim. On exige souvent que la garantie de l'offre soit supportée par une banque de premier ordre. Qu'est-ce qu'une telle banque? Mais je crois qu'on peut le reformuler par quelles institutions sont acceptables dans le cadre d'une garantie d'offre. Les bonnes pratiques pour ce qui concerne les institutions bancaires, c'est si le soumissionnaire a une banque, mettons chinoise ou à Chypre ou quel que soit le pays, cette banque doit nécessairement avoir un représentant dans votre pays. Donc, il faut que ce soit, et puis il faut qu'elle obéisse à toutes sortes de caractéristiques, qu'elle ait été auditée, qu'elle soit une institution financière solide avec toutes sortes d'indicateurs à respecter. Donc là, la banque, éventuellement, vous pouvez référer le dossier ou les informations de cette banque à la Banque centrale pour avoir le quitus, si vous voulez. Mais dans tous les cas, une banque de premier ordre, telle que vous la nommez, c'est-à-dire c'est une banque, si elle est étrangère, elle a un représentant bancaire dans votre pays.
Maxime, Bon, tu veux ajouter alors quelque je chose? ne sens pas avoir d'autres questions pour l'instant. Attendez, j'ai une autre main levée. Kenneth veut nous reparler. Ça sera la dernière question qui sera Allez, prise. très bien. Kenneth, ça me fait plaisir. Ah, je viens de l'empêcher de parler. Attendez. Non, mais en fait, mes options. Unmute. Allô? Voilà. Allez, on t'entend. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste compléter la réponse de Jean-Claude sur les garanties, si Jean-Claude me permet. Je t'en prie, je t'en prie. Au fait, il faut faire une distinction au niveau des garanties. Pour la garantie d'offre, elle peut provenir d'une banque qui est reconnue sur le plan international, de n'importe quelle banque. C'est pour la garantie de bonne exécution qu'on exige qu'elle provienne d'une banque qui a une représentation sur la place locale. Donc, la garantie d'offre, on part du principe qu'on est encore à une étape où il n'y a pas trop d'incidence sur le déroulement du marché. Alors que pour la garantie de bonne exécution, ben, si l'exécution se passe mal, il y a de gros impacts sur le marché. Donc là, on veut être sûr de pouvoir saisir la garantie très rapidement. Donc, clairement, en tout cas au niveau de la Banque mondiale, clairement dans les directives, c'est précisé que la garantie de bonne exécution doit provenir d'une banque qui a une représentation locale, alors que la garantie d'offre peut provenir de n'importe quelle institution. D'accord, donc moins de restrictions. D'ailleurs, tiens, à ce sujet-là, si tu me permets, j'ai l'impression que la question qui nous avait été posée par Alzuma, quand il parle d'une, ou elle, je ne sais pas, parle d'une banque de premier ordre, je me demande s'il n'y a pas une confusion, on parle plutôt d'une garantie à première demande. Voilà, garantie à première demande. S'il n'y a pas une confusion de terminologie là qui a eu lieu. Très bien. Oui, ça n'a aucune idée, comme c'est un peu… Donc, vérifiez la terminologie Azuma que vous avez utilisée. On parle bien de garantie à première demande. C'est très bien détaillé si vous voulez aller dans les dossiers d'appel d'offres de la Banque mondiale. À la fin, dans les formulaires de garantie, vous allez voir ça. Puis, si vous allez sur la Chambre de commerce internationale, vous avez des règles particulières sur ces garanties à première demande ou bien aller simplement faire une recherche sur Google. Vous tapez garantie à première demande, vous allez comprendre ça. Alors, peut-être qu'il nous reste encore un peu de temps pour une ou deux questions. Vas-y, Maxime, si tu en as. Attendez. Peut-on, de Georges-Henri Pascal, qui avait tenté de nous contacter, d'ailleurs, on a tenté de lui donner la parole, alors je crois que maintenant, comment… Bon, là, il y a des questions qui… Peut-on demander à un tribunal administratif d'annuler une décision de rejet d'une offre? Alors, bon, ça va dépendre un peu de vos codes nationaux, mais je crois que la plupart de vos pays maintenant se sont munis d'une ARMP. Donc, éventuellement, tout litige concernant la passation des marchés va être d'abord traité au niveau de votre commission de traitement des plaintes, puis éventuellement, il peut y avoir un référé à l'ARMP. Moi, je n'ai pas entendu parler d'un tribunal administratif. Peut-être Kenneth, as-tu une opinion là-dessus, ou Maxime? Décision de rejet de… Attends, j'essaie juste de relire, là, je dois vous avouer. Hein. Ça ne relève pas des tribunaux administratifs. Oui, le rejet d'une offre relève du projet de la commission de traitement des plaintes, la commission des marchés ou éventuellement la RMP pourrait s'en mêler. Mais je ne sais pas si vous avez la RMP. Oui. Mais le principe général, on le connaît. Hein. C'est pourquoi on veut des problèmes avant de signer. Parce qu'une fois que vous avez un contrat avec moi, là, Maxime, là, moi, là, vos histoires d'ARMP, vous avez fait des erreurs. Tant que je n'ai pas fraudé, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous poursuivre devant un tribunal, donc au niveau juridique. Mais avant, on a tendance à rester… Il n'y a pas de contrat, là, effectif. Donc, on est dans la mécanique de passation des marchés comme telle. Et généralement, ce qui va se produire, c'est qu'on va laisser les instances et on va suivre une procédure. Je n'ai pas de contrat avec vous, de toute manière. Alors, donc, ce n'est pas moi qui mène le bal. J'ai un processus de plainte, etc. Est-ce que ça peut se retrouver devant les tribunaux? On dira, mais généralement, c'est après, on dira le contrat a été attribué sous des prétextes frauduleux. Et là, je vous poursuivrai gouvernement. Mais l'idée générale, c'est de régler la question avant. Là, ça peut aller en cours. On tombe dans un autre cas de figure. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, je crois qu'il y en a d'autres. Hein? Jean Muzinga Macambo
nous demande comment trancher la problématique qu'il y a entre deux soumissionnaires ayant le même profil et en lice pour gagner une offre. Je ne comprends pas trop. Le prix Alors, est je vous rappelle que dans la plupart des cas, on évalue le montant d'une offre, c'est basé sur l'offre la plus avantageuse ou bien sur l'offre moins disante, c'est les deux cas de figure. Donc ici, on ne parle pas d'une évaluation sur le profil, on parle d'une évaluation qui se fait sur le montant de l'offre et puis tous les critères d'évaluation et la conformité. Alors ici, peut-être vous pouvez raffiner votre question parce que le même profil, c'est pas quelque chose, ça va permettre éventuellement de les qualifier, mais ça ne va pas me permettre de faire l'évaluation. Donc ici, c'est le montant de l'offre et puis c'est la conformité de l'offre qui va être les seuls critères d'évaluation. Une autre de Georges-Henri Pascal, quels sont les risques à retenir une offre anormalement basse? Quels sont les risques à retenir? Bon, bien, je les ai mentionnés. Il y a d'abord des risques que le titulaire du marché ne soit pas en mesure d'effectuer le contrat tel qu'il l'a dit, qu'il n'ait pas les moyens, qu'il a sous-estimé le coût des matériaux, des ressources, puis qu'en cours de route, il fasse faillite, mettons. Donc, ça veut dire pour vous que vous interrompez le contrat, vous mettez fin au contrat, et ça veut dire que votre projet est retardé. Bon, vous avez peut-être fait des paiements d'avance. Heureusement, vous avez une garantie. Donc, ça, ce n'est pas un gros risque. Mais si vous avez fait des paiements, là, vous vous retrouvez à perdre de l'argent. C'est pour ça qu'on a une garantie de bonne exécution qui est là pour venir mitiger le risque financier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le gros risque pour vous en tant que projet, c'est que si vous mettez fin à un contrat, il va falloir recruter un autre soumissionnaire, un autre titulaire pour finir le contrat. Et ça va peut-être retarder d'un autre 3, 4, 5, 6, 10 mois tout le processus. Donc, vous, le risque principal, c'est au niveau de l'atteinte des objectifs du projet en termes de qualité et en termes d'envergure. Vous n'allez pas atteindre les objectifs et puis ça va vous coûter probablement plus cher. Bon, puis il y a bien sûr les risques politiques. Donc, on pourrait détailler tout l'ensemble des risques ici qui vous menacent. Le risque financier, comme je vous dis, la garantie de bonne exécution et la retenue de garantie éventuellement sont là pour un peu atténuer ce risque-là. Bon, alors nous n'avons plus de questions. Il est justement temps de clôturer. L'heure va bientôt se terminer. Alors moi, je tiens à remercier tout le monde. Merci Maxime de ton animation. Merci Kenneth de loin. Merci à vous tous d'avoir posé les questions et je te cède la parole.